Bonjour à toutes et à tous. Merci de vous être inscrits si nombreux à cette conférence en ligne sur les troubles du sommeil dans la maladie à corps de Lévy. Je suis Vincent Mouisseau, je suis le délégué général de l'A2MCL, l'Association des aidants et malades à corps de Lévy. Et je suis très heureux de vous accueillir toutes et tous pour cette conférence. Je voudrais d'abord remercier la professeure Claire Paquet pour nous accorder de son temps, de son expertise et de sa grande expérience sur la maladie à corps de Lévy, dont vous allez pouvoir tous profiter aujourd'hui, je l'espère. Juste avant de passer la parole au professeur Paquet, quelques précisions pour le fonctionnement de la conférence. Vous pouvez poser vos questions sur le forum de discussion en cliquant sur la barre de menu en bas de votre écran qui s'appelle, vous cliquez sur discussion et quand vous faites un message, vous l'adressez bien à tout le monde de telle sorte à ce que tous les participants puissent voir les questions qui sont posées et ne pas reposer une question qui a déjà été posée pour pas trop encombrer la messagerie de discussion. Vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation. Le professeur Claire Paquet y répondra, fera des pauses quand nécessaire pour répondre à toutes vos questions. Dernier petit point, il y aura un replay de cette conférence sur le site internet de l'association qui sera mis en ligne d'ici quelques jours. Voilà, je préfère vous l'indiquer. Comme ça, c'est plus clair pour tout le monde. Voilà, encore merci d'être là à toutes et tous. Je passe la parole au professeur Claire Paquet, que je remercie pour sa présence parmi nous aujourd'hui. Claire, c'est à vous. Bonjour, merci beaucoup d'être là. Donc aujourd'hui, on va parler du sommeil et de ses troubles dans la maladie à corps de Lévy. J'espère que tout le monde voit mon écran. Pas hésiter à me mettre un petit mot si vous ne voyez pas l'écran ou si vous entendez mal. Donc, brève présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, hop, voilà. Donc, moi, je suis professeure des universités à l'université de Paris-Cité. C'est la plus grosse université d'Europe. Je suis également neurologue et neuropathologiste, c'est-à-dire que j'ai appris la neurologie, mais aussi l'analyse des lésions dans le cerveau. Et je travaille à la Riboisière-Fernand-Vidal, qui est sur 2 sites, mais qui est en fait le même hôpital. Donc, dans cet hôpital, bien sûr, je suis neurologue, je m'occupe des patients. Je suis chef de service. J'ai créé une unité dédiée à la maladie à corps de Lévy. Et puis, je pilote aussi tout l'hôpital puisque je suis présidente du comité médical et j'ai été à cette occasion directrice médicale de crise pour le Covid. J'ai également des responsabilités régionales à l'université. Je m'occupe notamment de la formation continue, ce qui va être très utile pour les formations dans la maladie à corps de Lévy. Et puis, sur le plan national, le ministre m'a nommé référente scientifique pour le ministère de la Santé et de la Prévention pour toutes les maladies neurodégénératives. Et puis, je fais partie du comité national universitaire et je suis dans plusieurs conseils scientifiques, dont celui de l'A2MCL, et je suis présidente de certains conseils scientifiques. Notre service, il se décline comme ça. Donc, c'est un service qui s'appelle Centre de neurologie cognitive. On a un médecin qui est le docteur Dumurgier, qui va bientôt devenir professeur également, qui fait ce qu'on appelle de la neurocognition transverse pour tous ceux qui n'ont pas de maladie neurodégénérative, mais qui ont des troubles cognitifs. Il y a une unité neuropsychiatrie qui est pilotée par le docteur Cogna. Et là, on a beaucoup d'interfaces avec la maladie à corps de Lévy, puisque il s'occupe également des troubles du comportement et on collabore beaucoup sur ce sujet. Et on a bien sûr l'unité maladie à corps de Lévy, où on s'occupe de patients qui ont une maladie à corps de Lévy, mais via cette entrée de consultation, en fait, j'ai beaucoup aussi de maladies de Parkinson et d'autres maladies qui donnent des symptômes moteurs, comme la paralysie supranucléaire progressive, par exemple. Donc, on a un service de consultation et des hôpitaux de jour. À l'heure actuelle, on n'a pas d'hospitalisation conventionnelle. C'est-à-dire, on n'a pas la capacité de garder plusieurs jours les patients. Alors, pourquoi on a décidé de parler de sommeil aujourd'hui? Eh bien, parce que le sommeil, c'est vital pour le cerveau. Et s'il y a bien un organe qui a besoin de dormir, c'est le cerveau. Et c'est le seul, in fine, qui a besoin de dormir. C'est pourquoi la deuxième raison, c'est que c'est un symptôme clé de la maladie à corps de Lévy et que c'est
une de ces caractéristiques. Tout n'est pas spécifique dans la maladie à corps de Lévy, mais en tout cas, le sommeil est une des caractéristiques de la maladie à corps de Lévy. Et puis, souvent, en consultation, je me rends compte, soit avec mes collègues, soit avec les patients, que c'est sous-évalué, que ça n'est pas exploré, que les troubles sont assez banalisés. Alors, pour beaucoup de raisons qui s'expliquent, hein, il n'y a rien de culpabilisateur dans mes propos, c'est que souvent, les patients et leur entourage ne font pas le lien entre le fait que le patient dorme mal et le fait que ça puisse être lié à la mémoire ou aux troubles moteurs. C'est pas évident comme ça de faire ce lien-là. Ensuite, il y a beaucoup d'auto-explications, c'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, il fait des cauchemars parce que il a vécu des choses difficiles dans la journée, ou parce qu'il a toujours fait des cauchemars, ou parce qu'il a un mauvais sommeil, parce qu'il boit trop de café. Il y a beaucoup, beaucoup d'auto-explications. Il y a aussi le fait que certains accompagnants ne partagent pas la même chambre, parfois pas la même habitation, donc ne connaissent pas ces troubles du sommeil. Et puis, les patients, on le verra, ne s'en souviennent pas toujours. D'ailleurs, la majorité ne s'en souviennent pas. Et puis, il y a aussi les troubles du sommeil qui ne sont pas gênants finalement, donc personne ne remarque. Mais le patient, lui, la journée est épuisé parce qu'il n'a pas récupéré. C'est aussi sous-estimé par les soignants. En fait, les spécialités qui sont sensibilisées au sommeil, c'est la neurologie, la psychiatrie et la pneumologie, puisqu'on traite des pathologies du sommeil. Mais in fine, quand on n'arrive pas dans ce type de consultation, il n'est pas rare que la question du sommeil ne soit pas posée aux patients et à l'entourage. Donc, c'est un peu sous-évalué et on peut passer à côté du diagnostic de maladie à corps de Lévy à cause de cette sous-évaluation. Et on peut aussi ne pas avoir une prise en charge optimale des patients parce que on ne prend pas en charge le sommeil. Donc voilà, c'est toutes ces raisons qui nous ont menés à parler du sommeil aujourd'hui. Alors moi, je suis neurologue, je suis spécialiste de la maladie à corps de Lévy, je ne suis pas spécialiste du sommeil, c'est pas mon métier à 100%, mais mon souhait de parler aujourd'hui du sommeil, c'était de faire passer les messages que je rencontre en consultation et de donner les éléments qui vont vous permettre de comprendre pourquoi c'est important et comment on peut analyser les choses. Donc, aujourd'hui, je vais vous donner une brève définition, mais je pense que tout le monde sait ce que c'est le sommeil, hein, on est bien d'accord. Les bases neurologiques pour vous montrer que c'est vraiment assez, ça diffuse dans tout le cerveau. Les différents stades de sommeil, les grands troubles du sommeil qu'on peut rencontrer, et surtout ceux de la maladie à corps de Lévy, comment on les explore. Et ça, on a besoin de votre contribution en tant que patient et aidant pour bien les explorer. Et comment peut-on les traiter? Donc là, le sommeil, bien qu'on vive tous cette situation et qu'on sache tous ce que ça signifie, il y a quand même une définition médicale. Les médecins aiment bien les définitions, les classifications. Donc, c'est un état qui est réversible, évidemment, et ça induit une quiescence comportementale, c'est-à-dire une immobilité motrice et une période de calme. Alors, ce que les gens savent moins et qui est dans la définition, c'est que c'est une architecture complexe. Et en fait, le sommeil se déroule en cycles. Il y a des successions de cycles de sommeil et qui sont chacun ont leur rôle et chacun sont importants. Et ces cycles de sommeil, en fonction du cycle, on n'active pas les mêmes neurones et on n'active pas les mêmes réseaux neuronaux. Vous savez que les neurones, ils ne fonctionnent pas tout seuls dans leur coin, ils fonctionnent tous ensemble en réseau, un peu comme un réseau SNCF. Il y a moins de grèves, mais ils font appel à différents substrats neuronaux en fonction du stade du sommeil. Et ces stades de sommeil, nous, on peut les enregistrer avec les électroencéphalogrammes qu'on appelle EEG, qui est un examen non douloureux où on pose des électrodes sur le scalp et puis on enregistre l'activité comme ça à travers le crâne. Le sommeil, son intensité et sa durée sont régulés par les phénomènes extérieurs et on va le voir par des phénomènes intérieurs, notamment notre horloge biologique, et puis sont perturbés ou améliorés par nos expériences de la journée. Et ça, vous en faites tous l'expérience. Et souvent, vous rapportez pour les patients, ou vous rapportez vous-même quand vous êtes patient, que s'il y a quelque chose qui vous contrarie, eh bien, vous allez mal dormir, vous allez avoir plus de cauchemars. Et ça, c'est une réalité et on peut le mesurer. Et le sommeil, surtout, il a des effets réparateurs. Donc, c'est pendant le sommeil qu'on va éliminer
entre guillemets, les toxines et qu'on va faire un petit peu un nettoyage du cerveau. C'est pendant le sommeil qu'on va remettre à zéro le niveau émotionnel. Ça va nous permettre de digérer nos émotions. Et puis, c'est ce qui va nous permettre de nous ressourcer pour améliorer notre mémoire et notre concentration. Et puis, quelque chose qui est émergent et dont on entend de plus en plus parler, le sommeil, c'est un facteur de risque vasculaire quand on ne dort pas bien. Donc, quand le sommeil est perturbé, soit pas assez de sommeil, soit trop de sommeil, eh bien, ça peut induire des conséquences cardiovasculaires, infarctus, accident vasculaire cérébral, etc. Alors, c'est pas la seule cause, hein, le sommeil, mais c'est un lien et on montre qu'il y a un lien entre les gens qui dorment mal et le fait qu'ils puissent être en moins bon état de santé cardiovasculaire. Alors, où se déroule et comment se déroule le sommeil dans le cerveau? Donc là, vous voyez, c'est un schéma très simple. J'ai volontairement tout simplifié. Donc, il y a le soleil pour la luminosité, la lune pour l'obscurité. Quand on est en pleine lumière comme en ce moment, on a ce signal visuel va sur les neurones de notre rétine. Dans notre rétine, on a des neurones, on a une neurorétine et on a ce qu'on appelle des photorécepteurs, c'est-à-dire ce sont des neurones qui sont capables de capturer la lumière, ce qui n'est pas le cas des neurones qui sont dans notre cerveau. Ils capturent la lumière, ils capturent le niveau de luminosité, ils transmettent le signal à un noyau qu'on appelle suprachiasmatique. Et ce noyau, il va aller inhiber ou stimuler une petite glande qui est dans notre cerveau, je vous montrerai où. Et elle va produire la mélatonine. Et la mélatonine, on va dire que c'est la substance du sommeil. D'accord? Donc, quand on est en pleine luminosité, la glande pinéale ne produit pas de mélatonine, pour faire simple. Et quand la luminosité commence à baisser, et qu'on va être dans la pénombre, eh bien là, la mélatonine va commencer à se produire et elle va être au pic de sa production en milieu de nuit. Et la mélatonine va induire le sommeil, pour faire très simple. Donc là, c'est ce que je viens de vous expliquer, qui apparaît dans le texte. Donc en fait, la mélatonine, elle va s'adapter à l'alternance lumière-obscurité. Ça va être inhibé par la lumière et puis elle sera maximale en milieu de nuit et la mélatonine, elle va synchroniser tout le reste également. C'est-à-dire que la nuit, notre température descend, notre production de certaines hormones se modifie, notre fréquence cardiaque se modifie, notre tension se modifie. Donc, la mélatonine, elle va permettre de réguler tout ça. Et c'est pour ça, vous avez sûrement entendu parler de ces expériences où les gens s'isolent dans des grottes en l'absence de luminosité. Eh bien, on voit très bien que quand ils s'isolent dans des grottes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, eh bien, leur cycle de sommeil est complètement modifié. Ils ont souvent des nuits plus longues et des journées plus longues et ils ne respectent plus vraiment les 24 heures qui nous est imposé. Ce cycle de 24 heures nous est imposé par la luminosité. Alors, juste je regarde s'il y a un petit message. Alors, où est l'anatomie de tout ça? Donc, c'est un mécanisme complexe. Là, je vous l'ai simplifié. Donc, ça, c'est un cerveau coupé en deux. Donc, on voit l'intérieur du cerveau. Donc, il faut imaginer qu'on a coupé en deux comme ça. Et ça, c'est l'hémisphère droit, le cervelet, le haut de la moelle épinière, ce qu'on appelle le pont, c'est la protubérance. C'est là où se trouvent plein de noyaux qui régulent nos fonctions automatiques. Et puis, les pédoncules, le haut de la protubérance. Donc, la lumière arrive, va aller sur ce noyau chiasmatique qui est là, qui va aller activer la glande pinéale. Mais il n'y a pas que la mélatonine. Vous voyez, la mélatonine, elle va intervenir au moment du sommeil. Il va y avoir des substances qui vont intervenir pour stimuler notre réveil. Et dans ces substances, il y a l'acétylcholine. L'acétylcholine, vous la connaissez pour beaucoup d'entre vous, puisque c'est la molécule, c'est le neurotransmetteur qui est ciblé avec les patchs de rivastimine ou avec le traitement de donépézil. Ces deux traitements-là qu'on donne dans la maladie à corps de Lévy, ils augmentent le taux d'acétylcholine dans le cerveau, ce qui permet d'améliorer le niveau de vigilance. Souvent en consultation, moi je dis aux gens que ce sont des psychostimulants, ce qui est réel, ça stimule notre éveil. Ensuite, il y a l'orexine et l'hypocrétine qui interviennent dans l'éveil et qui interviennent dans les sensations de faim, etc.
Et puis, il y a d'autres neurotransmetteurs dont vous reconnaîtrez sûrement la dopamine qui va servir à notre éveil, l'histamine et la sérotonine. Et ça, la sérotonine, c'est la cible de certains antidépresseurs. Donc voilà, on a un cycle d'éveil avec tous ces neurotransmetteurs qui vont être présents en quantité plus importante et la mélatonine qui va, elle, permettre d'avoir l'endormissement et de maintenir le sommeil. Hop. Alors, comment ça se passe le cycle de notre journée? On a ce qu'on appelle une pression du sommeil. Si on parle plus simplement, en fait, c'est notre niveau de fatigue dans la journée. Donc ça, c'est la pression du sommeil qui va de 0 à un maximum. Et ici, en abscisse, à l'horizontale, on a les horaires. 23h, 7h du matin, 18h, 20h, 23h, 7h du matin, etc. Donc là, on a sur ce schéma représenté 3 nuits, 2 jours. Si on est dans notre cycle normal, parce que notre cycle, il n'est pas toujours parfait, il n'est pas toujours normal, eh bien, on dort la nuit, de 23h à 7h, admettons, on a la pression du sommeil qui descend, et puis dans la journée, on se réveille le matin, on est frais, et puis au fil de la journée, eh bien, on a une fatigue qui s'installe, et donc on redort, cette fatigue redescend, on se réactive, cette fatigue remonte, etc. Donc ça, c'est notre cycle normal de 24 heures. Si on a une privation de sommeil, par exemple, on n'a pas dormi pendant une nuit, soit parce que notre conjoint bougeait, soit parce qu'un enfant pleurait, soit parce qu'on était de garde. Donc, on a fait une nuit normale et puis, admettons, on est mercredi aujourd'hui, je ne vais pas dormir ce soir pour multiples raisons et cette pression du sommeil, cette fatigue va augmenter jusqu'à demain, 23h, où là, je vais pouvoir dormir et faire baisser cette fatigue et cette pression du sommeil qui, vous voyez, ne va pas forcément rejoindre d'emblée le niveau qu'on a quand on se repose bien correctement de façon régulière. Ensuite, il y a les siestes en vert. Donc là, par exemple, je me dis qu'à 18h, je vais faire une sieste. Je vais baisser ma pression du sommeil qui va remonter un peu, puis qui va redescendre. Et vous voyez, là, on est en dessous de la pression du sommeil habituelle. Donc, ça peut induire aussi quelques difficultés d'endormissement quand on se recouche le soir et qu'on a dormi surtout à 18h. Et puis, il y a quand on fait la fête ou quand on a une nuit raccourcie ou quand on est obligé de gérer un problème dans la nuit, on se couche en milieu de nuit, la pression du coup, on n'a pas eu on dort en première partie de nuit, on est réveillé très tôt le matin, donc on n'a pas baissé notre pression du sommeil maximale et donc on réattaque avec une pression du sommeil pour le cerveau qui est assez élevée, qui va s'élever plus que d'habitude et on la récupérera la nuit d'après. Donc, voilà les différents modèles de pression du sommeil sur le cerveau. Donc, vous imaginez que quand il y a soit un sommeil fragmenté, soit une carence de sommeil, soit des nuits sans sommeil, eh bien, tous ces cycles sont perturbés. Et comme vous l'avez vu, comme le sommeil est indispensable au cerveau, mais aussi à la régulation des autres fonctions, eh bien, ça peut perturber toutes les fonctions et pas que le sommeil et pas que la mémoire. Alors, il y a des stades de sommeil, hein, c'est pas je suis éveillé, je dors, ça c'est ce qu'on voit nous grossièrement, mais quand on enregistre, on voit des choses beaucoup plus fines. Donc, quand on enregistre, on allonge la personne qui est enregistrée, il y a une phase d'endormissement, et puis après, il y a ce qu'on appelle le sommeil lent, et ça c'est en rapport avec nous, les ondes qu'on enregistre à l'électroencéphalogramme. Ce sommeil lent, il est d'abord léger, puis profond. Et puis, dans un deuxième temps, il y a le sommeil paradoxal. Et en fait, il va y avoir des cycles qui vont apparaître au fil de la nuit. On en reprend encore nos 23h, 7h. Donc, là, c'est la période d'éveil. Vous voyez, là, on est en sommeil lent. Voilà. Et le sommeil paradoxal, il s'intercale. Donc, premier cycle, j'ai un sommeil léger, puis profond, lent. Hop, je reviens en sommeil paradoxal. Deuxième cycle, j'ai un sommeil léger, un sommeil lent, profond, puis léger, puis reprofond. On revient en sommeil paradoxal. Et si vous regardez bien, au fur et à mesure, les temps de sommeil paradoxal augmentent. C'est-à-dire que la durée du sommeil paradoxal augmente au fil de la nuit. Donc, les stades du sommeil, qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on enregistre? Bon, ça, c'est l'activité cérébrale qu'on enregistre au moment de l'éveil ici à gauche, en sommeil lent, la première phase du sommeil en bleu, et en sommeil paradoxal en rouge. Donc, vous voyez, là, c'est ce qu'on appelle un rythme alpha. Quand on est éveillé, on ferme les yeux, ce rythme alpha disparaît. Ça, c'est un joli tracé d'éveil.
Ensuite, en sommeil lent, on peut enregistrer, quand on est en sommeil léger, des images caractéristiques comme celle-ci, et quand on est en sommeil profond, des ondes lentes. C'est-à-dire, c'est des grandes ondes, ce n'est pas des petites ondes rapides comme ça, ce sont des grandes ondes lentes. Et ensuite, en sommeil paradoxal, il y a encore un autre type d'onde qui apparaît. Qu'est-ce qu'on voit d'autre si on n'a pas l'électroencéphalogramme? À l'éveil, nos mouvements oculaires, on en fait ce qu'on en veut. Si je veux regarder en haut, je regarde en haut. Si je veux regarder à droite, je regarde à droite. Dans la maladie à corps de Lévy, ces mouvements oculaires sont plus lents. Quand je suis en sommeil lent, je dors et mes yeux sont immobiles. Et quand je suis en sommeil paradoxal, eh bien, mes yeux font plein de mouvements rapides. Et c'est d'ailleurs pour ça que les anglophones, notamment les Américains, appellent ça le sommeil Rapid Eye Movement pour mouvement oculaire rapide. C'est le nom de leur sommeil paradoxal. Sur le plan du tonus musculaire, la journée, on bouge. Quand on est en sommeil lent, on a un tonus réduit, c'est-à-dire qu'on bouge très peu. Et quand on est en sommeil paradoxal, on a des périodes de paralysie qu'on appelle atonie, c'est-à-dire qu'on perd notre tonus musculaire. Et ça, c'est tout à fait normal. Quand on est et l'activité mentale, quand on est éveillé, voilà, on fait nos activités quotidiennes. Quand on est en sommeil lent, on peut avoir des pensées, mais plutôt de courte durée. Et quand on est en sommeil paradoxal, on peut avoir des rêves. Parfois, certains, c'est normal d'avoir de temps en temps des cauchemars. Et que ces rêves soient agréables ou que ces rêves soient désagréables à type de cauchemar, c'est plutôt des périodes longues. Et parfois, d'ailleurs, on s'en souvient. En tout cas, ce sont des phénomènes qui sont plutôt longs dans la nuit. Donc, voilà les cycles du sommeil et voilà ce qui se passe dans les différents cycles. Et donc, je vous le répète, tout ça fait appel à des réseaux neuronaux différents et tous ces cycles du sommeil ont des fonctions différentes. Alors, comment on explore le sommeil? Parce qu'au tout début, je vous ai dit, c'est sous-estimé, les gens ont tendance à banaliser. Donc, comment on peut l'explorer pour que ce soit plus fiable? Alors, la première chose, c'est pour nous, médecins, de penser à interroger les personnes qui viennent en consultation sur ce sommeil. Et ce n'est pas vrai uniquement pour les patients qui ont une maladie à corps de Lévy, c'est vrai pour beaucoup de pathologies. Et c'est vrai aussi, si les maladies qu'on voit en consultation ne donnent pas de troubles du sommeil, le sommeil peut retentir sur la maladie. Donc, c'est à nous de penser à poser ces questions de sommeil. Et maintenant que vous êtes au courant, c'est à vous aussi à penser à faire attention à votre sommeil ou au sommeil de votre conjoint ou de la personne que vous accompagnez. Alors, les premières questions, elle est très simple, c'est est-ce qu'il dort la nuit? Alors, si on ne pose pas la question, parfois on n'a pas l'information, même si la personne ne dort pas du tout. Donc là, ce qu'on va chercher à savoir pour cette première partie d'interrogatoire, c'est savoir quelle est la phase du patient. Une phase normale, on va dire, c'est 22h, 6h, 23h, 7h environ. D'accord? On dort quand il fait nuit, on est éveillé quand il fait jour. Une phase décalée, c'est je me couche à 2-3 heures et je me lève à 10h. Et une phase en avance, c'est je me couche à 20h et je me lève à 3h. Donc, nous, dans l'interrogatoire du est-ce que la personne dort la nuit, on va chercher à savoir combien de temps la personne dort, est-ce que c'est suffisant, est-ce que c'est récupérateur, à quelle heure il va se coucher ou elle va se coucher et à quelle heure elle se lève. Donc ça, c'est la première chose parce que quand il y a des décalages de phase, ça peut avoir un impact sur la journée, un impact sur l'entourage. Enfin, la personne vit en décalé. Ensuite, il y a la qualité du sommeil parce que c'est pas tout de dormir. Si on ne dort pas bien, et on va le voir, eh bien, en fait, le sommeil n'est pas réparateur. Et parfois, les patients nous disent si, je dors bien, ou les conjoints disent si, je dors bien. Et en fait, en les enregistrant, on se rend compte que pas du tout. Le cerveau ne récupère pas. Donc, comment se passe ce sommeil? Donc ça, il faut interroger le patient et l'entourage. Est-ce qu'il y a des périodes d'agitation? Est-ce qu'il y a des levées? Est-ce qu'il est ou elle est obligée de se lever pour manger la nuit? Est-ce qu'elle parle? Est-ce qu'elle bouge? Est-ce qu'il y a une anxiété? Enfin, il faut vraiment explorer la qualité du sommeil pour comprendre comment la personne dort et si la personne dort mal pour comprendre pourquoi. Essayez de comprendre, ce n'est pas toujours facile. Et ensuite, il y a le niveau de régularité et la comparaison par rapport à avant. C'est-à-dire que notre cerveau, normalement, quand on n'est pas malade, il aime bien avoir une régularité. Il a une horloge interne,
tous les systèmes sont en place pour que ça tourne comme ça. Donc, l'irrégularité, il n'aime pas trop. On en a toujours de l'irrégularité, mais c'est mieux d'avoir une heure de coucher relativement fixe et une heure de lever relativement fixe pour que le cerveau s'y retrouve, surtout quand il y a une maladie. Donc, il y a la régularité de cette hygiène de sommeil, de cette heure de coucher, de cette heure de lever. Et puis, il y a la régularité des troubles du sommeil. Est-ce que c'est toutes les nuits? Est-ce que c'est une fois par semaine? Est-ce que c'est 2 fois par semaine? Et puis, il y a la comparaison par rapport à avant. Est-ce que, par exemple, l'heure de coucher a complètement changé? Est-ce que la personne se couche beaucoup plus tôt parce qu'elle est fatiguée? Est-ce qu'au contraire, elle a complètement décalé son heure de coucher? Tous ces éléments-là sont vraiment très importants pour que nous, on puisse bien caractériser le sommeil. Alors, ensuite, quel est le retentissement sur la journée de ces nuits? Donc, même si les gens, même si le patient, l'accompagnant vous disent je dors très bien, il dort très bien, il faut quand même savoir comment ça se passe la journée. Est-ce que la personne est fatiguée? Est-ce que la personne dort? Est-ce que la personne somnole? Est-ce qu'il a diminué ses activités? Est-ce que sur le plan professionnel, ça va moins bien, etc. Donc, on va coter cette fatigue, cette somnolence, savoir si c'est tous les jours, combien de temps. Par exemple, savoir aussi si la personne récupère pendant les vacances. Parce que quand la personne récupère pendant les vacances, c'est très en lien avec un manque de sommeil. On a un manque de sommeil un peu chronique dans notre société. Donc voilà, et évaluer le retentissement et puis évaluer l'évolution. L'évolution, ça ne veut pas dire forcément sur l'avenir, ça veut dire comment était-il il y a 10 ans, comment était-il il y a 5 ans, comment ça a évolué, est-ce que c'est pire, est-ce que c'est moins bien, est-ce que les troubles ont disparu, est-ce qu'ils viennent en cycle, etc. Et puis les événements qui peuvent provoquer ces troubles du sommeil. Je vous parlais tout à l'heure des événements familiaux ou par exemple la veille d'une consultation médicale, souvent les gens ne dorment pas parce qu'ils sont anxieux. Donc oui, tout ça, ce sont des choses qui peuvent perturber. Et du coup, quand on a bien caractérisé tout ça, ça va nous permettre de mieux cibler l'hygiène de vie à mettre en place, les traitements à mettre en place, et puis à connaître un petit peu les facteurs déclenchants qui ne sont pas toujours évitables. Mais c'est toujours bien de les connaître pour identifier ceux qui vont pouvoir être évitables ou pas. Donc, comment obtenir des réponses fiables? Ça, c'est pas très simple parce que quand l'entourage n'y est pas sensibilisé, il ne fait pas forcément attention et c'est tout à fait normal. Donc, il faut la première chose, sensibiliser l'entourage aux questions. Donc, il arrive souvent lors des premières consultations quand les patients ou les accompagnants n'ont pas été sensibilisés, qu'on n'ait pas vraiment beaucoup de réponses. Et puis, ça s'améliore au fil des consultations. C'est bien quand on a un partenaire d'habitation. Je dis un partenaire d'habitation parce que ce n'est pas forcément un conjoint. Ça peut être les enfants qui viennent de temps en temps. Ça peut être un accompagnant. Ça peut être des moments où la famille part en vacances et se rend compte qu'il y a des cris et de l'agitation la nuit. Donc, c'est le partenaire d'habitation. Ce n'est pas forcément une personne qui partage le lit. Et puis, l'agenda sommeil est très aidant, en fait, puisque ça permet à tout le monde, aux patients, à l'accompagnant, s'il y en a un, et au médecin de se rendre compte comment est vraiment le sommeil. Donc, l'agenda sommeil, on en trouve sur Internet, c'est un petit tableau. Certains de mes patients, je leur en ai donné, notamment quand je mets de la luminothérapie. C'est un petit tableau à remplir et on coche en noir les périodes. Par exemple, si on se couche à 22 heures et qu'on se lève à 8 heures, on cochera en noir les cases de 22 heures à 8 heures. Si on fait une sieste d'1 heure l'après-midi, on cochera les cases d'1 heure l'après-midi pour montrer qu'on fait une sieste. Et comme ça va nous permettre de voir la régularité, si le sommeil est entrecoupé, s'il y a beaucoup de siestes, quelle est la durée totale de sommeil dans la journée, est-ce qu'il y en a trop ou est-ce qu'il n'y en a pas assez. Donc voilà, ça c'est un peu je dirais le gold standard. C'est pas toujours facile à faire remplir par l'entourage parce que c'est un petit peu lourd à faire au quotidien. C'est pour ça qu'on le fait sur des durées courtes. On peut faire aussi, là en ce moment, je donne par exemple des petits livrets à remplir avec l'heure de coucher, le nombre de siestes, sans avoir à noircir des cases. Et en consultation, nous, on va se servir de cet agenda sommeil. Et puis, on va se servir
de ce qu'on appelle l'échelle de somnolence d'Epworth, que je transmettrai à l'association, mais qui se trouve sur Internet, je vais vous la montrer, qui nous permet de mesurer le niveau de somnolence. Ce n'est pas du tout spécifique de la maladie à corps de Lévy, mais ça nous permet de donner des exemples de situations dans lesquelles la personne peut être somnolente. On a un autre outil, je vous le montrerai, qui s'appelle l'actimétrie. Et puis, on a, ça c'est un peu le Graal pour nous, pour le sommeil, c'est ce qu'on appelle la polysomnographie, c'est-à-dire c'est un enregistrement du sommeil, mais qui se passe à l'hôpital. Alors, il y a une question thérapeutique, mais j'y répondrai tout à l'heure parce que du coup, je vais vous donner des éléments. Il y a 2 questions, hein. Il y a une question sur la tension la nuit. J'en parlerai au fil de la présentation. Et puis, il y a une question sur le traitement. J'en parlerai au moment des traitements. Alors, j'espère que vous m'entendez bien parce que parfois, c'est noté votre connexion est instable. Donc, voilà le questionnaire d'Epworth. Vous voyez, il est assez simple. C'est un auto-questionnaire. Donc, moi, j'aime bien, quand il y a un accompagnant, faire et à la fois le patient et l'accompagnant parce que comme ça, on a les 2 points de vue. Et donc, on voit, on évalue votre risque de somnolence en étant assis, en lisant, en regardant la télévision, en étant assis inactif dans un lieu public. On a des patients, et pas forcément des patients maladie à corps de Lévy, qui s'endorment en salle d'attente. Et je ne suis pas réputée pour avoir 2 heures de retard, hein. Ça m'arrive d'avoir du retard, mais parfois ils s'endorment en un quart d'heure. Passager en voiture, est-ce que vous avez tendance à vous endormir? Lors d'un repos occasionnel en milieu de journée, je m'assois, est-ce que je m'assoupis? Est-ce que je peux m'endormir en parlant à quelqu'un? Ça peut arriver, hein, dans certaines pathologies. Est-ce que si je m'assois tranquillement après le repas du midi sans alcool, je m'endors? Et dans une voiture, à l'arrêt, au feu rouge, quand je suis conducteur. Donc ça, c'est des situations qui arrivent. Et comme ça, on évalue le niveau de somnolence de la personne. Donc c'est assez simple, c'est assez fiable. Et puis ça nous permet de guider le questionnaire. Ensuite, voilà les outils qui ne sont pas des outils de torture parce que tout ça est parfaitement indolore. Donc, à gauche, vous avez ici ce qu'on appelle la polysomnographie. Et voilà ce que ça donne quand le montage est complet. Donc, l'avantage de cette polysomnographie, c'est qu'on a toutes les informations sur le sommeil. L'inconvénient, c'est que ça se passe à l'hôpital. Et le deuxième inconvénient, c'est que c'est une nuit. Alors, parfois, on garde les gens 2 nuits, mais c'est quand même assez rare parce que les délais sont très, très longs, puisque un patient prend une place et qu'on n'a pas des places à l'infini, hein. Vous avez dû entendre parler des hôpitaux ces derniers temps. Donc, les délais sont souvent très longs. Par exemple, là, quand je demande des polysomnographies, je crois qu'on est à 9 ans. Donc, la polysomnographie, qu'est-ce qu'elle nous permet? Elle enregistre l'électroencéphalogramme, tout en haut là, EEG, c'est-à-dire les ondes que je vous ai montrées tout à l'heure, qui sont enregistrées directement du cerveau. Là, vous voyez, il a un petit bonnet. En dessous, il y a des électrodes qui vont enregistrer l'activité cérébrale. Elle va enregistrer le flux oronasal qui est ici. Ça, c'est plus pour mesurer la respiration pendant le sommeil. Et puis après, il va y avoir des enregistrements qu'on appelle EMG, c'est électro pour les électrodes, myo pour muscle et gramme pour l'enregistrement. Et vous voyez, il y en a au niveau du thorax qu'on voit ici, il y en a au niveau du menton, il y en a au niveau des jambes et on a au niveau abdominal. Et enfin, alors on a aussi l'électrocardiogramme, donc ça c'est bien parce que parfois, quand il y a des troubles du sommeil, il peut y avoir des troubles du rythme. On enregistre le taux de saturation dans le sang, le taux d'oxygène. Quand les gens s'arrêtent de respirer, comme ça on peut voir jusqu'à quel taux ils descendent. Et on enregistre EOG, c'est électro pour électrode, oculo pour œil et gramme, c'est l'enregistrement. Eh bien, c'est pour avoir les fameux rapid eye movement, les mouvements rapides pendant le sommeil paradoxal. Et comme ça, on a tous les arguments pour confirmer qu'on est en sommeil paradoxal. Donc, ces enregistrements-là, avant, où toute la consultation est dédiée au sommeil, et donc ça prend 1 heure de consultation, où on pèse, on regarde l'anatomie, oropharyngée, etc. Et on pose toutes les questions sur le sommeil, il y a pas mal de questionnaires. Ensuite, la personne est convoquée pour 1 nuit, et à ce montage-là pendant 1 nuit, plus de la vidéo. Comme ça, on peut enregistrer ce qui se passe en vidéo. Et donc, la limite de ça, c'est que
certains patients supportent mal d'être hospitalisés, et notamment seuls, et que pour l'instant, nous n'avons pas trouvé de système pour que les accompagnants puissent venir gratuitement. Parce qu'actuellement, certains accompagnants viennent, mais c'est payant. Donc, ce n'est pas toujours possible pour tout le monde. Et puis après, parfois, il y a certains patients qui arrachent tout dans la nuit ou qui vont réveiller les voisins qui sont en train d'être enregistrés, etc. Donc, on a des films assez illustratifs de tout ça. La deuxième façon de mesurer l'activité, alors ça mesure l'activité du sommeil. Donc, c'est une montre, comme certains d'entre vous en ont. Ça s'appelle un actimètre. Bon, la différence par rapport aux montres qu'on vend dans le commerce, c'est que c'est beaucoup plus précis. Et on a l'activité sur 24 heures pendant 10 jours, par exemple. Et ça nous permet d'avoir un regard sur comment se passent les nuits en termes d'activité, est-ce que la journée, la personne reste somnolente, etc., etc. Donc là, nous, on est en train de faire une étude de faisabilité parce qu'on a des nouveaux actimètres qu'on veut connecter à l'intelligence artificielle. Donc là, on en a donné une vingtaine à 20 patients. Alors, ils n'auront pas de résultats précis pour eux, mais nous, on va mettre au point des algorithmes pour pouvoir utiliser ces outils-là dans la vie courante et voir, par exemple, quand on donne du Modopar, est-ce que ça va mieux sur le plan moteur, ou quand on donne de la mélatonine, est-ce que les nuits se passent mieux, et avoir une information fiable sans être obligé de demander au patient ou à l'accompagnant de remplir des tas de questionnaires. Alors, quels sont les troubles du sommeil qu'on rencontre? Je vais juste regarder les questions. Alors, il y a quelqu'un qui fait un commentaire qui dit « Très difficile de s'endormir avec tout ça, c'est un peu anxiogène, même si ce n'est pas douloureux. » Ça, c'est vrai. C'est pas forcément facile de s'endormir, mais quand même, dans plus de 90% des cas, on a un bon enregistrement sommeil. Alors, existe-t-il, donc ça je vais en parler, que ça s'apparente au somnambulisme. Après, la question de la clozapine du traitement, j'y reviendrai. Voilà, et le rythme du sommeil, j'y reviendrai. Donc, dormir avec tout ça, le commentaire est tout à fait vrai, sachant qu'il n'y a pas d'alarme, il n'y a pas de choses comme ça, mais ce n'est pas notre état naturel de dormir. Après, il y a des enregistrements qui se font à la maison. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces enregistrements qui se font à la maison, ils ne sont là que pour l'aspect respiratoire. Et ils sont là que pour, en fait, déterminer s'il y a des syndromes d'apnée du sommeil. Alors, c'est une des questions dans la maladie à corps d'Olivier, vous allez le voir, mais ce n'est pas que la question. Alors, il y a 2 commentaires. Donc, ça, c'est des commentaires des témoignages plutôt. Donc, on regardera tout ça en détail. Hop. Alors, quels sont les grands troubles du sommeil? Les médecins, ils aiment bien classer, et les Américains plus que tous les autres. Donc, on a des classifications qui sont absolument utiles et très aidantes dans la vie quotidienne en consultation. Donc, les grands troubles du sommeil, ce sont les insomnies. Donc, on sait tous que c'est une insomnie, mais là, je ne vous ai pas tout détaillé parce qu'il y a des centaines de lignes. Donc, il y a plein de types différents d'insomnie. Il y a les troubles du sommeil en rapport avec la respiration. Et là, on va parler de syndrome d'apnée du sommeil. Ce syndrome d'apnée du sommeil, il peut être soit central, c'est-à-dire que c'est la commande en elle-même de la respiration qui dysfonctionne, ou obstructif. Et dans ce cas-là, c'est plus physique et c'est le plus souvent des gens qui sont soit en surpoids, soit qui ont une anatomie qui favorise ça. Après, il y a les hypersomnies d'origine centrale. Alors ça, c'est plutôt les maladies du sommeil. On ne va pas en parler là. Parce que ce sont des maladies très particulières comme la narcolepsie. Vous connaissez probablement la mouche tsetse qui donne une hypersomnie. Après, il y a les troubles du rythme circadien du sommeil. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est les décalages de phase. Ce sont ces gens qui se couchent à 3 heures du matin et qui se lèvent à 10 heures, ou qui, au contraire, se couchent à 20 heures et se lèvent à 2 heures du matin. Donc, ils sont en décalé indépendamment de leur profession. Et ça, ces gens-là, il faut qu'on essaye de les recaler parce que du coup, ils sont en décalé même au niveau de leur mélatonine et de tout leur processus physiologique, et c'est un facteur de risque vasculaire. Il y a les parasomnies, et ça, on va voir en détail ce que c'est. Il y a les mouvements en relation avec le sommeil, on va en parler un tout petit peu, et puis il y a les autres troubles du sommeil. Donc là, je vous ai fait une version très, très courte, puisqu'elle fait plusieurs dizaines de pages, cette classification, pour que vous ayez bien en tête les grands troubles. Et en fait, les patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy sont concernés par les syndromes d'apnée du sommeil,
par les parasomnies et par les mouvements en relation avec le sommeil. Il y a parfois des troubles du rythme circadien, mais ce n'est vraiment pas le plus fréquent. Alors, les troubles du sommeil les plus fréquents dans la maladie à corps de Lévy. Là, je suis partie d'une cohorte de patients que l'on a. Alors, ce n'est pas moi, c'est le docteur Agathe Vrillon qui est en photo en bas à droite, qui est notre jeune chef de clinique, qui a reçu un financement de l'association A2MCL. Donc, vous allez la voir puisqu'elle est allée au congrès. Elle vous fera un résumé de ce congrès. Donc, elle est neurologue, elle travaille dans mon service, mais elle a aussi une consultation sommeil à Bichat. Donc, elle a repris les données de 150 patients qui sont venus consulter chez nous. Donc, vous voyez, l'âge moyen est de 72 ans. C'est une majorité d'hommes. Ça, c'est un peu les caractéristiques de la maladie à corps de Lévy. Il y a 35 patients qui ont pu bénéficier d'une polysomnographie. Alors, on met qu'on pu bénéficier. Après, il y a plein de raisons pour lesquelles certains n'en ont pas eu. Soit ce n'était pas faisable. Il y a eu le Covid avec la période du confinement. Vous n'avez plus du tout de polysomnographie. Il y a des gens qui habitent très, très, très loin pour qui c'est très compliqué, etc. La durée de pathologie des patients pour qui on a repris les données était de 6 ans environ et la durée de suivi chez nous était de 4 ans et demi environ. Et les patients présentaient de façon fréquente des signes moteurs dans 83% des cas, des hallucinations visuelles dans 78% des cas, des fluctuations dans 82% des cas et des syndromes anxio-dépressifs dans 82%. Après, les grandes caractéristiques des symptômes qui sont les plus fréquents pour les patients pour lesquels on a recueilli les données. Alors, tous les patients qui ont eu un enregistrement polysomnographique avaient des plaintes du sommeil, soit eux, soit leur entourage. Sur les 150 patients, 78% se plaignaient de dormir trop la journée et d'être somnolents. 66% se plaignaient d'avoir des rêves et des comportements moteurs pendant leurs rêves. Alors, c'était soit les patients, soit l'entourage. 57% se plaignaient d'avoir des cauchemars, des confusions nocturnes pour 47%, des hallucinations nocturnes pour 42%, une insomnie pour 29%, de l'apnée pour 24%, un syndrome des jambes sans repos pour 11% et un trouble du rythme circadien, c'est-à-dire la phase de sommeil, pour 13%. Donc ça, c'est le pourcentage de ce que rapportent les patients et l'entourage. Et en fait, vous allez voir, ça ne correspond pas à ce qu'on enregistre au niveau du sommeil. Alors, quand on regarde les enregistrements, donc Agathe a regardé ces enregistrements, qu'est-ce qu'on voit? Il y a globalement, pour tous les patients, une diminution de l'efficacité du sommeil. Il y a une fragmentation du sommeil avec notamment ce qu'on appelle des micro-éveils. C'est-à-dire que la personne ne se rend pas compte qu'il y a un éveil parce qu'il est très, très court. Et donc, la personne n'a pas le temps de s'en rendre compte. Je vais couper ma caméra parce que le réseau est instable. Ensuite, pour 86% des cas, il y avait un syndrome d'apnée du sommeil, dont 65% nécessitaient un appareillage. Donc, et si vous regardez bien le chiffre de la diapo d'avant, il n'y avait que 24% qui se plaignaient d'apnée ou qui avaient noté que leur conjoint avait des apnées. Donc, vous voyez, le syndrome d'apnée du sommeil, dans la maladie à corps de Lévy, il est très présent. Et il est mixte, il est à la fois d'origine centrale et d'origine obstructive. Donc, il y a une indication à un appareillage pour la majorité d'entre eux. Et quand on le met dans 70% des cas, c'est efficace. Ensuite, il y avait des troubles du sommeil paradoxal. Donc ça, c'est les cauchemars, les cris la nuit, où souvent sont gênants, soit pour le patient, soit pour l'entourage. Et puis, 37% présentaient un syndrome des jambes en repos. Donc, vous voyez, quand on interroge les gens, ce qui est le plus gênant, comme les cauchemars avec les cris, les mouvements la nuit, l'agitation, eh bien, ça, on le voit dans le questionnaire, c'est ici, 66%, 57%. Donc, on n'est pas si loin. Mais tout ce qui est plus discret, le syndrome d'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos, eh bien là, on est à 24%, alors que quand on enregistre, on est à 86%. Et le syndrome des jambes sans repos, on est à 11% quand on interroge et on est à 37% quand on les enregistre. Donc, vous voyez, l'interrogatoire ne suffit pas forcément. Et c'est pour ça qu'on essaye de mettre au point l'actimétrie pour avoir des données sans être obligé de systématiquement faire des enregistrements sommeil. Donc aujourd'hui, je vais surtout détailler les parasomnies. Alors les parasomnies, on a parlé de somnambulisme dans une question, ça fait partie des parasomnies. Donc les parasomnies, c'est un grand groupe
caractéristique du sommeil, parce que ce n'est pas toujours pathologique, et ça se caractérise par le fait qu'il y ait des comportements qui ne sont pas normaux pendant le sommeil et des expériences indésirables. Juste Ces Claire, parasomnies… Pardon? il y a juste une demande d'explication sur le syndrome des jambes sans repos, juste en 2 mots pour… Ouais, je vais y venir après, je vais vous donner la D'accord, définition. En fait, là, je vais vous parler des parasomnies et après du syndrome des jambes sans repos. très bien. Donc, les parasomnies, c'est des comportements anormaux et des expériences indésirables pendant le sommeil ou à l'endormissement. D'accord? Il y a des parasomnies qui peuvent être normales. On a tous des cauchemars. Je pense qu'une majorité d'entre nous a expérimenté le fait de parler la nuit. Ça peut arriver ponctuellement. Il y a des parasomnies qui sont quasiment normales, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui expérimentent, ou on a nous expérimenté pendant notre enfance le somnambulisme, les terreurs nocturnes. Tout ça, ce sont des parasomnies, c'est-à-dire ce sont des événements anormaux qui surviennent, c'est des expériences indésirables, mais ça n'est pas forcément pathologique. D'accord? On parle de parasomnie pathologique quand elles surviennent de façon répétée, quand elles ont un retentissement sur le quotidien, avec de la fatigue, une hypersomnolence la journée, une diminution des performances de la journée, soit professionnelle, soit simplement dans les activités, ou quand ces parasomnies peuvent être dangereuses pour le patient ou le partenaire de lit, c'est-à-dire il peut se lever, risquer de tomber dans l'escalier, utiliser des objets dangereux, pardon, tomber du lit, frapper son partenaire, etc. Donc ça arrive qu'il y ait des consultations d'urgence pour les parasomnies, soit parce que le patient est tombé du lit, a eu un traumatisme crânien sur la table de nuit, soit parce que il mord son conjoint ou il frappe son conjoint et ils sont obligés d'aller aux urgences. Donc ça, c'est pas rare. Donc voilà les parasomnies. Donc il faut savoir que si je reprends la question de tout à l'heure, oui, ça peut s'apparenter, les troubles du sommeil paradoxaux, du sommeil paradoxal dans la maladie à corps de Lévy, ça peut s'apparenter, ça peut ressembler à du somnambulisme. Alors, je ne retrouve pas la question, très difficile de s'endormir. Voilà, il y a une question de Myriam. Existe-t-il une forme de trouble du sommeil qui semble s'apparenter à du somnambulisme? Exactement, ça, ce sont les troubles du sommeil paradoxal dans la maladie à corps de Lévy, mais ça n'est pas du somnambulisme. Pourquoi? Parce que ça ne survient pas au même moment du cycle du sommeil. D'accord? Les troubles du sommeil paradoxal surviennent pendant le sommeil paradoxal. Le somnambulisme, il survient pendant le sommeil lent. Et le somnambulisme, c'est très fréquent chez l'enfant. Et on peut considérer que c'est normal. Mais quand on est un accompagnant, qu'on voit quelqu'un déambuler la nuit, le premier mot qui nous vient en tête, c'est somnambulisme. Mais pour les définitions médicales et les caractéristiques du sommeil, ce n'est pas le somnambulisme. Donc là, j'ai repris le schéma du petit train tout à l'heure pour vous le remettre en tête. Il y a l'endormissement, il y a le sommeil lent, il y a le sommeil paradoxal, et puis dans le sommeil lent, il y a du sommeil léger et du sommeil profond. Et en fait, les parasomnies, elles sont différentes en fonction des phases du sommeil. Et là, je ne vous ai mis que les parasomnies qui concernent la maladie à corps de Lévy. Donc, dans les parasomnies du sommeil lent, il y a les éveils confusionnels. Et ça, et les patients et les conjoints le décrivent bien, que parfois, il se réveille, il ne sait plus où il est, il pose des questions, il est complètement perdu. Donc, ça, c'est un éveil confusionnel et ça survient plutôt en première partie de nuit. Et il y a les parasomnies associées au sommeil paradoxal. Et là, c'est les grands cauchemars, les grands cris, les grandes agitations. Ils peuvent également se lever, se déplacer dans la maison, voire tout bouger dans la maison, déménager une pièce, etc. Ça peut s'accompagner d'hallucinations. Et ça survient au moment du sommeil paradoxal. Et là, pour revenir à la question du somnambulisme, il survient au moment du sommeil lent. Alors, les parasomnies en sommeil lent, c'est ce que je viens déjà un peu de vous décrire, c'est plutôt en première partie de nuit. Il y a un éveil, la personne est complètement perdue, désorientée dans le temps, désorientée dans l'espace, ne sait plus qui il est, ne sait plus où il est, ne sait plus qui est l'accompagnant. Il n'est pas forcément agité, il peut être même peu réactif, en somnolant un peu comme ça entre deux questions, et il a un comportement qui n'est pas du tout adapté, on ne peut pas le raisonner, quoi. Il y a une confusion. Donc ça, c'est des épisodes qui souvent sont relativement courts. Ensuite, il y a les parasomnies en sommeil paradoxal.
Donc ça, c'est le sommeil paradoxal. Je vous le rappelle, les anglophones, les Américains, je vous le dis parce qu'on le voit dans les publications, même dans les publications de vulgarisation, c'est ce qu'on appelle le rapid eye movement. Donc ça, ça veut dire sommeil paradoxal. Et puis, les rapid eye movement sleep behavior disorder, c'est les troubles du sommeil paradoxal. On appelle ça RBD. Et c'est un terme RBD que vous allez voir, c'est les troubles du sommeil paradoxal. Donc normalement, dans le sommeil paradoxal normal, on a la paralysie musculaire qui peut effectivement être un tout petit peu augmentée par la clozapine pour répondre à la question de tout à l'heure, mais ça va dépendre de l'âge dose, ça va dépendre du sommeil de la personne, ça va dépendre de son état moteur. Et puis, il y a des petites secousses musculaires intermittentes pendant ce sommeil paradoxal normal. Le sommeil paradoxal, il devient anormal quand on a des mouvements moteurs aberrants, quand on a une perte de la paralysie, c'est-à-dire que pendant les enregistrements polysomnographiques, on voit très bien que les patients n'ont plus du tout de période de paralysie pendant le sommeil paradoxal, et quand il y a au contraire une augmentation de l'activité musculaire, que certains connaissent probablement, où la personne s'agite, tombe du lit, se lève, frappe, crie, on peut avoir un peu toutes les manifestations, et ça veut dire que c'est un sommeil de mauvaise qualité. Même si, quand on regarde la personne, elle est en train de dormir, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en éveil, en connexion avec le monde, eh bien, c'est un sommeil de mauvaise qualité et le cerveau ne récupère pas. Donc, comment on dépiste ces troubles du sommeil paradoxaux? On en a parlé tout à l'heure, hein. Il y a l'interrogatoire qui est important. Donc, en fait, l'expression qui est souvent utilisée, c'est « il vit ou elle vit ses rêves ». C'est la réalité, en fait, puisqu'ils vont avoir les comportements moteurs de leurs rêves. C'est-à-dire que là, l'exemple qui est souvent donné, où le monsieur rêve qu'il va tuer un lion pour sauver sa femme, eh bien, en fait, il va assommer son épouse dans le lit. Et il vit complètement son rêve. Et comme ses rêves sont souvent des cauchemars et souvent des batailles, c'est pour ça que c'est souvent violent. Ces troubles du sommeil paradoxaux surviennent en deuxième partie de nuit. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, quand on interroge les gens, 30% ne rapportent rien, et l'entourage et le patient, dans la très grande majorité des cas, ne s'en souvient pas. Donc, il y a des cris, il parle, il peut dire des insultes, ça peut être très violent. Il y a dans 30 à 60% des cas des traumatismes, soit du patient, soit du conjoint. Et puis, son comportement est complètement adapté à son rêve. Et l'enregistrement, s'il est faisable, il va nous permettre de poser le diagnostic. Alors, quand c'est rapporté par la famille, je dirais que c'est pas très gênant parce qu'on arrive à avoir les caractéristiques et donc on arrive à identifier qu'il y a un trouble du sommeil paradoxal. Quand ça n'est pas identifié par la famille, eh bien là, on ne sait pas du tout comment dort le patient. Quand il vit seul, par exemple, souvent le patient nous dit oui, 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 je dors très bien. La famille dit oui, 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 il dort très bien, mais en fait, il dort pas du tout. Donc, si l'enregistrement il est faisable, c'est quand même bien de pouvoir caractériser ça et c'est quand même être sûr que ce soit bien ça. Alors là, je vous ai mis une petite vidéo. Donc, vous voyez, la personne est en vidéo, complètement branchée avec un casque, etc. Donc, ça, c'est une vidéo, ce n'est pas un de nos patients, hein, c'est une vidéo qui est publiée sur Internet avec l'autorisation du patient. Donc, vous voyez, il est filmé la nuit, donc on ne laisse pas la lumière pour le filmer, hein. On a des caméras spéciales et il y a tous ces enregistrements avec la pression artérielle, l'électrocardiogramme, les mouvements des bras, les mouvements des jambes, les mouvements du manteau, les mouvements oculaires et l'électroencéphalogramme. Donc, vous voyez, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et en plus, on a la vidéo. Et ici, vous voyez dérouler les stades du sommeil. Et là, vous voyez quand on est en sommeil lent, en sommeil paradoxal, etc. Donc, nous, ça nous permet de lire tout ça. Et vous imaginez bien que lire une nuit complète comme ça, eh bien, c'est très long à interpréter. Donc, je vais vous montrer, c'est très bref. J'ai fait exprès de prendre quelque chose de très bref parce que c'est quelque chose qui peut survenir de façon très brève, ce qui fait que l'entourage n'y fait pas attention. Alors, regardez bien, ça va aller vite. Voilà. Donc là, en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a une petite ligne rouge qui se déplace.
et ça nous dit où est-ce qu'on est de l'enregistrement. Vous voyez là, hop, quand il va bouger, ça va tout perturber. Voilà. Et comme ça, nous, on peut voir l'enregistrement de l'électroencéphalogramme, on peut voir son activité motrice, on peut voir son rythme cardiaque, on peut voir la pression artérielle, elle est un petit peu perturbée. Et voilà, donc ça nous permet d'avoir un enregistrement absolument complet. Alors, hop, je vais passer ça, pardon. Donc, les critères diagnostiques pour dire qu'on est devant des troubles du sommeil paradoxal, il faut que ce soit répété. Ce n'est pas parce qu'on a fait un cauchemar une nuit qu'on a une maladie à corps de Lévy. Il faut qu'il y ait des comportements moteurs complexes. Ce n'est pas juste je lève le bras, mais c'est vraiment complexe comme ce qu'il a fait avec les quatre membres, ou vouloir frapper, ou vouloir se déplacer. Il faut, c'est pas toujours possible que ce soit documenté par une polysomnographie, mais en consultation, quand la famille est très informative, moi je pose le diagnostic qu'il y a des troubles du sommeil paradoxal dans le cadre de sa maladie à corps de Lévy. Il faut qu'il y ait une perte d'atonie en sommeil paradoxal, et ça malheureusement il n'y a que la polysomnographie qui peut nous le donner pour l'instant. On espère que l'actimétrie va pouvoir nous le donner. Il ne faut pas qu'il y ait d'autres troubles qui expliquent ça. Et puis, pourquoi on aime bien avoir une polysomnographie, c'est parce qu'il y a d'autres manifestations pathologiques qui peuvent donner ça, notamment l'épilepsie frontale qu'on ne rencontre pas dans la maladie à corps de Lévy, le syndrome d'apnée du sommeil qu'on retrouve là. Vous vous souvenez, il y a 86% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, le syndrome d'apnée du sommeil peut déclencher ça ou aggraver ça. C'est pour ça que c'est important, s'il est traitable, de pouvoir le traiter. Le somnambulisme, c'est un diagnostic différentiel. Et les terreurs nocturnes, c'est des diagnostics différentiels, mais qui surviennent surtout chez l'enfant. Donc, on n'y est pas tellement confronté en consultation à l'interrogatoire. Et là, vous voyez, ça, c'est une photo qui a été publiée dans un article scientifique d'une dame, en fait, qui est tombée pendant son sommeil et qui est tombée sur sa table de nuit. Donc, voilà, ils ont fait une photo pour montrer le type de traumatisme que ça pouvait donner. Voilà pour les troubles du sommeil paradoxaux. Je vais regarder les questions. Alors, une question. Mon mari qui dort très mal en ce moment, comme dit précisément, a une grande capacité de sommeil l'hiver, de 9 heures à 11 heures par jour, étalée sur toute la journée, nuit et matin, alors que l'été, c'est de l'ordre de 4 à 5 heures. Je connais son sommeil, car il y a une surveillance par quelque chose sous son matelas qui s'appelle Wheezing. Donc ça, c'est bien. Je ne connais pas Wheezing, mais ça peut être bien. Il y a des smartphones qui font des surveillances de sommeil aussi. Alors, il y a des gens, effectivement, qui sont plus ou moins sensibles à la lumière. Et chez certaines personnes, on le fait beaucoup dans les pays d'Europe du Nord, on utilise la luminothérapie pour réduire les temps de sommeil pendant l'hiver, notamment. Donc, là, c'est difficile de répondre à ce commentaire. Donc, c'est bien qu'il y ait une surveillance du sommeil parce qu'en fait, là, on ne connaît pas la structuration du sommeil. Donc, il dort très mal, mais on ne sait pas s'il a un syndrome des jambes sans repos, un syndrome d'apnée du sommeil, des cauchemars, des troubles du sommeil paradoxal. C'est difficile. Ensuite, il y a un autre commentaire. Le sommeil est interrompu fréquemment par des levées pour uriner. Se rendorme et peut se relever une demi-heure après pour la même cause. Point Eurotech. Alors là, il faut toujours voir à la fois il y a trois possibilités là. Soit il a effectivement un trouble du sommeil, il dort trop la journée, son sommeil est fragmenté, mais ça, il faut qu'on puisse enregistrer le sommeil. Soit il a un problème, un vrai problème prostatique, et ça, normalement, l'urologue arrive à améliorer ça. Soit c'est de l'anxiété. Et dans ce cas-là, c'est plutôt sur l'anxiété qu'il faut agir. Donc, vous voyez là, par exemple, dans cet exemple-là, il y a trois possibilités avec trois traitements différents. Et ensuite, la mélatonine, ça dépend du type de mélatonine, de la dose, de l'heure de prise, etc. Un autre commentaire, hop, très difficile, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure, hein, que c'était difficile de s'endormir avec tout l'appareillage. Après, je reviens au somnambulisme, donc on y a répondu. Vous avez vu, ça peut être, effectivement, ça peut ressembler à du somnambulisme, mais ça n'en est pas parce que ça ne survient pas pendant le même cycle de sommeil. Donc là, il y a une question. Ma mère de 91 ans est fatiguée le soir vers 19 heures. Elle prend un quart de clozapine et donc se couche très tôt pour des raisons d'auxiliaire de vie. Donc ça, c'est souvent un problème. Mais dit qu'elle a des insomnies, se réveille chaque nuit, se lève vers 8 heures, mais depuis peu de temps se souvient de ses rêves, fait une sieste. Donc en fait, bon, là, il y a une question d'âge. Hein. C'est sûr qu'à 91 ans, on ne se couche pas à la même heure qu'à 45 ans ou à 50 ans, même quand on n'a pas de maladie. La clozapine est effectivement quelque chose de sédatif.
Donc, c'est-à-dire qu'il fait dormir et d'ailleurs, parfois, ça améliore le sommeil. Donc, si elle la prend à 18 heures parce que les auxiliaires de vie passent à 18 heures, ben oui, à 19 heures, elle va être couchée. Donc, les insomnies, il faudrait, insomnie, ça veut tout dire et rien dire, hein. Il faudrait caractériser, savoir qu'est-ce qui la réveille vraiment. Est-ce que ce qui la réveille, c'est pas justement des cauchemars? Est-ce que c'est pas un syndrome des jambes sans repos? Est-ce que c'est pas une envie de faire pipi? Et puis là, je pense que si elle passe beaucoup de temps au lit, entre 19 heures et 8 heures, et on a toujours un ratio du temps, de l'efficacité de notre temps passé au lit. Par exemple, si on se couche à 8 heures pour regarder la télé dans le lit, c'est pas très bon. En fait, il faut que notre cerveau associe notre lit au sommeil, parce que sinon, ça peut favoriser des troubles du sommeil, le fait de rester longtemps allongé sans dormir, longtemps allongé dans le lit. Est-ce que la clozapine augmente la paralysie du sommeil? Ça peut augmenter, il n'y a pas eu d'études qui l'ont montré, ça peut augmenter la paralysie du sommeil, mais à la limite, ce n'est pas tellement le problème, parce que l'atonie du sommeil paradoxal est normale et la clozapine peut améliorer le sommeil. Alors, ensuite, coucher vers 23h30, lever à 8h, 2 à 3 le nanana, se redort environ 3 heures le matin et peut voir la sieste, prend 2 circadins. Quid de la myocérine prescrite par son heure? Alors, le circadin, de mon petit point de vue d'expérience, vous verrez, il n'y a pas d'études qui l'ont montré, mais ça ne fonctionne pas très bien pour la bonne et simple raison que c'est à libération prolongée. Donc, le circadin, un médicament à libération prolongée, c'est un médicament qui ne va pas avoir un pic. Je ne sais pas si je peux me servir du tableau blanc. C'est pas un médicament qui va avoir un pic dans le sang. C'est-à-dire que on prend un médicament, le médicament passe dans l'estomac, va dans le sang. Et il va être un taux, je dis n'importe quoi, avant la prise, il est à 0, après la prise, il est à 30, voilà, à peu près. Si la libération prolongée, il va rester à 30 très longtemps. Et puis, il va diminuer progressivement. D'accord? Donc, on est à 0. Il a libération prolongée, il monte à 30. Il va rester à 30 très longtemps. Et puis, il va diminuer très, très lentement. S'il n'est pas à libération prolongée, on le prend, on est à 0. Il va monter à 40, puis 50, puis il va redescendre plus vite. C'est-à-dire qu'on va avoir un pic du médicament dans le sang. Et pour la mélatonine, ça semble aider le sommeil, ce pic assez haut dans le sang. Notamment s'il survient en milieu de nuit. Le circadin, il est plutôt fait, il a plutôt été créé pour prolonger le temps de sommeil chez des gens qui se réveillaient tôt, en fait. Ensuite, la myocérine, c'est un antidépresseur qui peut effectivement améliorer le sommeil et qu'on prescrit régulièrement. Donc, on la commence à petite dose, mais ça peut améliorer considérablement le sommeil. Alors, vous pouvez poser « Mon mari fait de l'hypertension nocturne avec des pointes à 21. Est-ce dû à sa maladie ?» Alors, l'hypertension nocturne, il y a plusieurs causes. Une des causes que moi, je connais, je ne suis pas cardiologue, c'est le syndrome d'apnée du sommeil. Le syndrome d'apnée du sommeil, en fait, comme le sommeil régule toutes les fonctions cardiovasculaires, souvent, le syndrome d'apnée du sommeil va donner de l'hypertension, va donner des troubles du rythme cardiaque, va donner des maux de tête, etc. Donc, il faut voir si c'est ça. Et s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil, mais il y a d'autres causes, l'hypertension la nuit. En tout cas, ce qui se passe dans la maladie à corps de Lévy, c'est que la tension, elle peut faire yo-yo, mais plutôt vers le bas. J'ai quelques patients qui font des pics d'hypertension, mais honnêtement, ce n'est pas le plus fréquent. Souvent, ils sont à 14, 13, puis ils vont descendre à 8. Donc, c'est plutôt vers le bas. Donc, moi, je pense qu'il faut voir avec un cardiologue, là, ou voir avec quelqu'un qui s'occupe spécifiquement de l'attention. Hop, voilà, je pense que j'ai balayé toutes les questions. Il en reste 3. Très difficile. Donc, les syndromes des jambes sans repos, je vais y revenir, je vous l'ai dit. Le conjoint est-il? Non. Le conjoint, c'est difficile de faire la différence entre somnambulisme et un réel trouble en sommeil paradoxal. Alors, souvent, les petites pistes qu'on peut donner, c'est que le trouble en sommeil paradoxal survient surtout en deuxième partie de nuit et que c'est souvent des choses négatives ou violentes. C'est rarement des rêves agréables. Le somnambulisme, c'est le plus souvent neutre. C'est des comportements un peu aberrants. Je sors, je me lève, je m'habille, assez neutre. Et en fait, si on fait des enregistrements sommeil, c'est justement pour voir quelle est la différence entre les deux. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la maladie à corps de Lévy, le sommeil en lui-même est déstructuré.
Donc, le sommeil paradoxal ne va pas forcément, il va pas forcément y avoir des jolis cycles comme je vous ai montré avec le sommeil lent, puis le sommeil paradoxal, etc. Quelle attitude à avoir en temps se lève à mettre les couverts pour 10 personnes? En fait, il faut avoir une approche. Voilà. Alors, s'il ne se lève pas, etc., il faut éviter de le réveiller. Si il se lève ou qu'il puisse se mettre en danger, il faut avoir une approche très douce qui va mener soit à l'éveil, soit pas, et qui va mener au fait qu'il aille se dormir, qu'il aille se recoucher. L'idéal, c'est quand même d'éviter ça, mais je sais que c'est pas toujours possible. Donc, si vraiment il a des comportements, je sais pas, par exemple, qu'il veut sortir de la maison ou des choses comme ça qui peuvent être très gênantes, l'idéal, c'est d'avoir une approche très douce, très rassurante, très progressive, un peu comme quand vous réveillez quelqu'un doucement. Alors, notre père, depuis déjà 2 ans, se réveille régulièrement la nuit, éclaire, enlève les draps et quelquefois même s'habille. Ces nuits sont agitées, fréquentes et notre mère qui n'arrive plus à dormir. Ben, là, il faut en parler, hein. Je pense qu'il faut en parler au médecin qui les suit. Et ça peut être effectivement des troubles du sommeil paradoxal, hein. Le fait d'avoir des comportements comme ça, de se lever, de vouloir sortir, de démonter la pièce, de mettre la table, c'est une activité assez calme. Certains déménagent des pièces, hein, la nuit comme ça. Est-il dans le noir, est-il normal que la personne veuille être en permanence dans le noir? Alors là, il y a beaucoup il y a beaucoup d'explications possibles, hein. Vraiment, il y a une part psychologique et mal-être. Il peut y avoir une part au niveau des yeux. Si la personne a les yeux secs, qu'on lui met pas trop de gouttes, et ça peut être douloureux d'être en pleine lumière. On peut essayer de mettre des lunettes de soleil. Enfin là, est-il normal? Je ne sais pas. Il peut y avoir plein d'explications à vouloir être en permanence dans le noir. Ça, je pense qu'il faut voir la personne mais il y a certains patients qui ferment les yeux comme ça ou qui effectivement veulent être dans le noir, mais c'est pas spécifique à la maladie. Ça peut arriver surtout chez des gens très âgés. Voilà, j'ai fait le tour des questions pour l'instant. Donc, on était à la définition du sommeil paradoxal. On va venir, s'il n'y a pas d'autres questions, au syndrome des jambes sans repos. Alors, le syndrome des jambes sans repos, c'est un besoin impérieux de vouloir bouger les jambes en raison d'une sensation d'inconfort. C'est très difficile à expliquer ce que c'est le syndrome des jambes sans repos. C'est quelque chose qui apparaît uniquement au repos. Ça disparaît au moins partiellement avec le mouvement ou pendant la journée, qui est souvent associé à du mouvement. Et c'est surtout le soir ou la nuit. Voilà, alors, il y a plein de causes au syndrome des jambes sans repos, mais je vous en parle parce que vous avez vu tout à l'heure, quand on questionne les gens, il n'y en a que 11% qui disent qu'il y a un syndrome des jambes sans repos. Et puis finalement, quand on les enregistre, il y en a plus que ça. Donc, il y a une échelle de sévérité que l'on mesure pour savoir si on va traiter ou pas traiter. Donc, qu'est-ce que nous disent les gens qui ont des syndromes des jambes sans repos? Alors ça, ce n'est pas spécifique de la maladie à corps de Lévy. Le syndrome des jambes sans repos, c'est un syndrome en soi, avec ou pas une autre pathologie. Mais ça, c'est pour vous donner le langage qu'utilisent les gens. Ils disent « j'ai des fourmillements dans les jambes ou dans les bras ou dans d'autres parties du corps ». Vous voyez, c'était sur 1000 personnes, hein. Mon sommeil est perturbé et interrompu et j'ai un mauvais sommeil. J'ai des douleurs dans les jambes. J'ai besoin de bouger, pardon. J'ai du mal à m'endormir et souvent il se retourne dans tous les sens. Je suis fatiguée, j'ai du mal à maintenir mon sommeil et le reste, c'est moins fréquent. Donc, les plaintes les plus fréquentes, c'est l'insomnie, je dors mal, j'ai besoin de bouger, je suis agitée. D'accord? C'est le plus souvent, on dit syndrome des jambes sans repos, parce que c'est le plus souvent les membres inférieurs, mais il faut savoir que ça peut arriver dans les bras. Ça peut être une jambe, un bras, ou ça peut être les deux, ou ça peut être les quatre. Alors, ça peut être intermittent, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où ça fait ça, il y a des périodes où ça ne fait pas ça. Et ça, le fait que ce soit intermittent, c'est vrai aussi pour les troubles du sommeil paradoxal. J'ai oublié de vous le dire. Il peut y avoir des phases où il y en a beaucoup et des phases où il y en a moins. Ça peut être chronique, c'est-à-dire que ça dure sur des années. Ça peut s'accentuer avec le temps ou pas, ou complètement disparaître. Donc, ce n'est pas spécifique de la maladie à corps de Lévy, c'est ce que je vous disais.
il y a des formes qu'on dit primaires, c'est-à-dire sans autre pathologie. C'est souvent des familles qui ont ça. Ça peut débuter très jeune. Il y a des patients de 20 ans qui ont ça. Et puis, c'est une évolution lente et c'est souvent intermittent. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où ils en ont, il y a des périodes où ils n'en ont pas. Alors, les formes secondaires, les carences en sommeil, non pas en sommeil, les carences en fer peuvent donner ça. Et parfois, on fait la ferritine, elle est normale. Et moi, je donne quand même du fer et parfois, ça améliore les choses. Le diabète peut donner ça, les troubles de la thyroïde, les insuffisances rénales. Ça, c'est pour vous montrer qu'il y a plein d'autres causes. Les maladies neurologiques, notamment la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lévy. Certains médicaments peuvent donner ça. Voilà, donc il y a certains cas où c'est très, très, très gênant et on a beaucoup de mal à les soulager. Ce n'est pas le cas de la maladie à corps de Lévy. Le plus souvent, on arrive à les soulager. D'abord, ce n'est pas très fréquent, c'est qu'un tiers des patients. Et quand on arrive à améliorer le sommeil, on arrive à quand même les soulager. Alors, comment traite-t-on tous ces problèmes de sommeil? Donc, nos objectifs, c'est améliorer le sommeil, parce que le fait d'améliorer le sommeil peut avoir un retentissement sur le quotidien. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ça n'est pas toujours possible, et notamment plus la maladie évolue, et plus on aura du mal à améliorer le sommeil, parce que les structures du sommeil sont également touchées, et donc le sommeil se déstructure. Donc, notre but, c'est améliorer le sommeil quand c'est possible. Notre but, c'est prévenir les traumatismes du patient et de l'accompagnant. Et notre but, c'est aussi de protéger le conjoint. Pourquoi? Parce que la santé du conjoint est essentielle et qu'il faut que le conjoint se préserve. Et ça, on l'oublie trop. Et en tout cas, les aidants, les accompagnants l'oublient trop. Et la qualité du sommeil est un élément absolument essentiel, puisque pas de sommeil égale épuisement. Et il va y avoir à un moment donné soit un problème de santé de l'accompagnant, soit des énervements, enfin une culpabilité, un envie d'institutionnalisation avec une culpabilité, etc. Alors, les traitements du trouble du sommeil paradoxal, il y a des traitements non médicamenteux. Alors, c'est plutôt une adaptation, c'est l'hygiène de vie, la régularité. Donc, l'hygiène de vie, c'est dormir à peu près tous les jours à la même heure, dans une chambre qui ne fait pas plus de 20 degrés, éviter les consommations d'alcool ou de café le soir et essayer d'avoir une régularité. Idéalement, mais ça n'est pas toujours possible, ne pas avoir un trop grand décalage familial. Par exemple, si le patient se couche à 20h ou 21h parce qu'il est épuisé et que le conjoint se couche à 2h du matin et que le patient se lève à 6h, le conjoint va être épuisé, va vouloir que le patient dorme plus, mais ça, c'est pas possible. D'accord? Donc, il faut essayer de caler au possible les deux cycles. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément se coucher exactement à la même heure, mais en tout cas, il faut essayer d'avoir un rythme. Les patients sont souvent fatigués, les maladies neurologiques, ça fatigue, donc ils ont besoin d'un peu plus de sommeil. Donc la régularité et l'harmonisation du cycle de sommeil avec l'entourage est le plus souvent faisable. Il ne faut pas que ce soit à la minute près, mais c'est le plus souvent faisable. Les traitements médicamenteux des troubles du sommeil paradoxal, en fait, il n'y a pas vraiment d'études bien menées. Nous, ce qu'on voit dans environ 300-400 patients qu'on a, c'est que dans 70% des cas, la mélatonine fonctionne bien, la mélatonine en préparation magistrale. Le clonazepam, qui est le Rivotril, peut aussi bien fonctionner. Il y a certains somnifères. Alors, on a dit beaucoup que les somnifères étaient très contre-indiqués. En fait, il y a une étude récente qui montre que finalement, il n'y a pas tellement de complications avec les somnifères dans la maladie à corps de Lévy. Avec les neuroleptiques, oui, mais que certains somnifères à petite dose permettent une amélioration du sommeil. Et donc, moi, j'en prescris sur des durées courtes et ça peut aider les patients. La clozapine peut aider, enfin, beaucoup de médicaments peuvent aider. Après, c'est une question d'expérience. L'atimil ou la myocérine, c'est la même chose, peuvent aider. Donc, pour l'instant, les traitements médicamenteux, on n'a pas de vraies études bien menées. Pourquoi? Parce que le sommeil est sous-évalué, parce que ce n'est pas bien caractérisé, parce qu'il faut faire un essai thérapeutique et qu'un essai thérapeutique pour des molécules déjà sur le marché, souvent, on n'a pas de financement et qu'un essai thérapeutique, ça coûte cher. Ensuite, pour le syndrome des jambes sans repos, là, vous voyez, il y a beaucoup de médicaments qui existent, mais en fait, certains sont contre-indiqués dans la maladie à corps de Lévy, ceux-là. Les agonistes dopaminergiques sont globalement contre-indiqués.
parce que ça donne des hallucinations. Alors, pas le Modopar peut en donner, mais moins, mais en tout cas, ceux-là sont vraiment contre-indiqués. Et puis après, il faut savoir que le clonazepam, qui est le Rivotril dont je viens de parler, certains antidépresseurs, certains somnifères à petite dose ou du fer peuvent tout à fait soulager le syndrome des jambes sans repos. Et puis après, il y a des techniques non médicamenteuses pour le syndrome des jambes sans repos. Souvent, la prise d'alcool le favorise, notamment, je ne sais pas pourquoi, les vins blancs. Et la chaleur les favorise. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des syndromes des jambes sans repos l'été parce qu'il fait trop chaud. Et en fait, le fait de rafraîchir les jambes peut aussi soulager le syndrome des jambes sans repos. Donc, je vais arriver à la conclusion, ce qui va nous laisser un peu de temps pour les questions. Donc, juste un rappel que le sommeil est indispensable au bon état de santé du cerveau et du reste du corps et de l'accompagnant, que les troubles du sommeil sont fréquents dans la maladie à corps de Lévy, mais encore sous-estimés, excusez-moi, il y a une faute de frappe, qu'il faut absolument les dépister et idéalement les enregistrer. Ça pourrait être un slogan pour mieux les traiter. Et l'amélioration du sommeil peut retentir positivement sur tous les autres symptômes. Par exemple, sur les hallucinations. Parfois, quand on arrive à régler le problème du sommeil, on arrive à régler le problème des hallucinations, ou en tout cas à les diminuer, sur la concentration, sur le niveau d'éveil la journée, sur la fatigue ressentie. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais prendre les commentaires ou les questions. Alors, est-il normal ça? Ensuite, bonjour, que pensez-vous d'une patiente atteinte d'une maladie de Parkinson sous clozapine qui a du mal à s'endormir parce qu'elle a des hallucinations visuelles, exemple, peur d'écraser des personnes sur le lit? Alors ça, elle n'est pas encore en train de dormir, cette personne-là, en tout cas, la façon dont ça est décrit, elle n'est pas encore en train de dormir, donc c'est les hallucinations qu'il faut traiter. Et puis, il faut voir comment est son sommeil, en fait, parce que peut-être que quand arrive la nuit avec la diminution de l'obscurité, elle est déjà dans un état de vigilance. Alors tout ça, je n'en ai pas parlé parce que c'est compliqué, mais physiologiquement, vous l'avez vu, on a un état d'éveil et un état de sommeil, ou plusieurs états de sommeil. Et puis, il y a quand même des périodes de transition. Hein. Quand on se réveille le matin, il y a beaucoup de gens qui mettent un peu de temps à se réveiller. Donc ça, c'est la phase de transition. Et il est fort probable que dans la maladie de Parkinson évoluée et dans les maladies à corps de Lévy, il y ait des phases de transition beaucoup plus longues et qui surviennent dans la journée. Il est possible que dans ces phases de transition, il y ait des hallucinations. Donc tout ça, c'est des choses à documenter avec un interrogatoire précis et il faut revoir comment il faut adapter la clozapine avec son neurologue, j'imagine, qui la suit. Alors, oui, nanana. Je comprends pas le oui. C'est peut-être une conversation suivie, mais c'est difficile de suivre la conversation sur le fil. Donc, alors oui, et elle a la sensation que ça grouille, on voit même quelque chose bouger. Alors, dans le syndrome des jambes sans repos, on voit rien bouger. Hein. Ma mère n'a pas eu vraiment d'hallucination, mais un délire paranoïaque. Ok. Donc, dans les syndromes des jambes sans repos, on ne voit rien bouger. Hein. C'est vraiment une sensation interne, musculaire. Parfois, les patients disent que ce sont leurs os qui les gênent et qui les obligent à bouger. Donc, je ne sais pas si c'est la personne qui dit qu'elle voit quelque chose bouger ou si vous, l'extérieur, voyez quelque chose bouger. Mais en tout cas, si les muscles bougent tout seuls, ça n'est pas un syndrome des jambes sans repos, c'est une autre manifestation neurologique qu'on appelle soit myochymie, soit fasciculation, mais ce n'est pas la même chose. Alors, bonjour, nanana, diagnostic maladie à corps de Lévy en septembre 2021, 76 ans, insomnie depuis 20 ans. Alors ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, mais oui, ça peut arriver. Elle habite... alors, attendez, parce que je vais le mettre en plus gros, ça va partager les commentaires, mais 20 ans, sud de la France, Var. Ok, difficulté à trouver un médecin. Elle prend du bromazépam zolpidem, pleure toute la journée, a du mal à respirer de manière cyclique, a du mal à déglutir, anxiété, dépression, pas de cauchemar. Comment avoir une prescription? Alors, les insomnies, ce n'est pas forcément des insomnies là, dans le cas. Alors, c'est peut-être des insomnies, mais pas forcément, mais ça me permet
d'aborder un sujet qui est que les troubles du sommeil paradoxal peuvent survenir des années avant. Et quand je dis des années, 20 ans, c'est possible. Donc parfois, il y a des familles qui disent, bon oui, ok, il a des cauchemars, mais enfin, depuis que je suis enfant, mon père, il en a toujours eu. Eh bien oui, là, il y a des études récentes qui montrent, notamment par Claudio Bassetti en Suisse, qui montrent qu'il a suivi des gens qui avaient des RBD, donc des troubles du sommeil paradoxal, pendant 20 ans. Et au bout de 20 ans, ces gens-là évoluent majoritairement vers une maladie à corps de Lévy ou vers une maladie de Parkinson ou vers une autre maladie qui s'appelle atrophie multisystématisée. Donc ça, c'est la première réponse. Donc ça peut arriver que ça survienne des années avant. Donc, elle pleure toute la journée. Donc, manifestement, elle a un syndrome dépressif. Et ça, c'est ça qu'il faut prendre en charge. Mais là, c'est pareil, il faut le caractériser. Le fait d'avoir du mal à respirer de manière cyclique, si c'est la journée, ça peut être des manifestations d'anxiété. Du mal à déglutir, ça peut être aussi des manifestations d'anxiété, mais ça peut être des fausses routes. C'est-à-dire que les personnes toussent pendant le repas. Et ça, c'est très important parce que s'ils toussent pendant le repas, ça veut dire que ça va dans le mauvais orifice, dans le mauvais trou, comme on dit populairement parlant. Et quand ça va dans le mauvais trou, ça veut dire que ça va dans les bronches. Et en fait, le morceau de saucisse, il n'est pas fait pour se retrouver dans les bronches. Et comme les bronches, elles ne connaissent pas la saucisse, elles vont s'infecter. Donc, anxiété, dépression, ça, j'ai l'impression que c'est au premier plan de ce qui est gênant. On va voir avec l'association si on peut trouver quelqu'un dans le Var, mais en tout cas, mélatonine et acétylcholine, il faut voir si c'est une bonne indication et pour ça, il faut pouvoir examiner les patients. Il faut savoir que les téléconsultations ont quand même leurs limites parce qu'on ne peut pas examiner le patient et ça, c'est vraiment encore très important en neurologie. Alors, quelqu'un indique que pour se protéger, fait chambre à part, ça c'est très fréquent. Donc finalement, la chambre à part soit mise en place. Effectivement, ça limite le fait de constater les troubles du sommeil. Donc, il y a des veilleuses. Ça, c'est vrai, quand il y a beaucoup de troubles du sommeil, c'est impossible de dormir avec le conjoint et c'est même pas conseillé parce que du coup, on ne dort plus soi-même et quand on ne dort plus soi-même, on ne peut plus tenir puisque le sommeil est vital. Alors, la question de Béatrice, existe-t-il des centres accueillant les personnes malades qui ont des troubles du sommeil sévères pour que l'aidant puisse se reposer quelques jours? Oui, ça s'appelle des séjours de répit. Et ça, je pense que l'association peut vous donner des informations. Il y en a un peu partout. Si vous tapez sur Google séjours de répit et votre département, vous allez les trouver. Mais en tout cas, il faut parler des troubles du sommeil à votre médecin. Il faut essayer de résoudre ça. Parce que même si vous vous reposez 3 semaines, si quand la personne revient, ça recommence, au bout de 15 jours, vous serez épuisé. Oui, les muscles bougent tout seuls. Donc, si les muscles bougent tout seuls, c'est que ce ne sont pas des syndromes des jambes sans repos. C'est autre chose. Quel spécialiste consulter pour avoir un diagnostic permettant une prise en charge adaptée? Pour enregistrement, mais dernière, il n'y a pas eu de prise en charge spécifique. Alors, ça dépend de quelle question on parle, en fait. Pour avoir un diagnostic adapté, est-ce que ce sont des troubles du sommeil? Est-ce que c'est un syndrome des jambes sans repos? Est-ce que c'est une maladie à corps de Lévy? Est-ce que c'est autre chose? Donc, les maladies à corps de Lévy, vous avez, en fonction de l'âge, les neurologues ou les gériatres, parfois les psychiatres, mais c'est assez rare en France. Si c'est des troubles du sommeil, il y a des consultations sommeil à peu près partout en France pour prendre en charge ça. Mais si c'est si c'est un trouble du sommeil dans le cadre d'une maladie à corps de Lévy ou d'une maladie neurologique, c'est mieux d'aller dans une consultation soit neurologique, soit un centre mémoire, soit les centres experts Parkinson prennent aussi en charge les maladies à corps de Lévy. Comment ne pas être inquiété lorsque la malade a des traces de coups que ma mère se donne en période nocturne? Oui, alors ça, c'est effectivement assez fréquent. Vous avez vu, c'est 30 à 60% des cas. Comment ne pas être inquiété? Si, vous êtes forcément inquiété, mais il faut prendre en charge le sommeil. Ou en tout cas, il faut essayer toutes les ressources médicamenteuses pour prendre en charge le sommeil. Et il faudrait qu'il y ait un enregistrement sommeil, savoir s'il n'y a pas un syndrome d'apnée du sommeil qui aggrave ça. Alors, chez certains patients, on arrive à mettre des traitements du syndrome d'apnée du sommeil. Ce n'est pas toujours possible, mais il faudrait quand même voir qu'est-ce qui se cache derrière ces traces, ces automutilations, entre guillemets, en période nocturne. Et quand je dis il faut essayer tout l'arsenal thérapeutique pour essayer de calmer le sommeil,
vous avez bien compris et bien reçu le message que certains médicaments étaient contre-indiqués, mais ce qu'il faut aussi bien retenir, c'est que ces médicaments n'ont pas le même effet chez tout le monde. C'est-à-dire que moi, j'ai des patients dont le médecin traitant a mis des neuroleptiques et les patients le supportent très bien. Donc, il ne faut pas avoir de dogme, surtout pas. Il faut essayer et si ça ne va pas, alors il faut éviter les neuroleptiques. Hein. Je ne dis pas qu'il faut mettre des neuroleptiques, mais l'exemple que je voulais donner, c'est que la réponse au traitement est extrêmement variable d'un patient à l'autre et que nous, avec le professeur Blanc, on dit mélatonine, clozapine, etc. Mais il y a des patients qui ne supportent pas du tout la clozapine et qui supportent bien le Risperdal. Donc souvent, le professeur Blanc dit le Risperdal, ce n'est pas conseillé. Dans les études, c'est vrai, mais en pratique, il y a plein de patients qui répondent bien et qui le supportent bien, alors que pas la clozapine. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de la cuisine. Donc, il ne faut pas se faire une liste en tête des médicaments contre-indiqués. Quand on a un symptôme aussi gênant que celui qui est là, avec des coups la nuit, une automutilation la nuit, il faut qu'on puisse se donner toutes les chances de calmer ça. L'apnée du sommeil peut être une des causes? Non. L'apnée du sommeil est très fréquente et c'est plutôt une conséquence. Et c'est parce que le cerveau, la partie qui contrôle le sommeil, est atteint qu'il y a un syndrome d'apnée du sommeil. Donc, c'est plutôt l'inverse. Je donne comme traitement 4 mg de mélatonine vers 19 h et un autre copine LP au moment du coucher. Est-ce correct? Ben, ça, je ne peux pas vous répondre. Il faudrait voir d'abord, est-ce que c'est efficace? Si c'est efficace, ça veut dire que c'est correct. Il ne faut pas oublier que ce ne sont pas des traitements curatifs, c'est-à-dire ce ne sont pas des traitements qui guérissent la maladie, ce sont des traitements dits symptomatiques. Donc, ce sont des traitements qui soignent le symptôme. Si le symptôme est soulagé, ça veut dire que c'est correct. Et moi, parfois, les patients sont soulagés avec du circadin. Ce n'est pas ma prescription habituelle, mais s'ils sont soulagés, je le laisse. Donc, il faut savoir s'adapter aux patients parce que c'est vraiment une maladie qui est polymorphe et très fluctuante d'un patient à l'autre et chez un même patient, comme vous le savez. La mélatonine est-elle en vente libre ou sur ordonnance? Alors, la mélatonine en préparation magistrale avec des doses importantes et sur ordonnance. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas parce qu'elle n'est pas remboursée qu'elle n'est pas sur ordonnance. Ce sont deux choses complètement différentes. Et il y a de la mélatonine en vente libre, notamment dans les compléments alimentaires. Alors, moi, j'ai constaté, sauf chez un patient, que la mélatonine alimentaire ne fonctionne pas vraiment, contrairement à la mélatonine en préparation magistrale. Je ne sais pas pourquoi, donc je ne peux pas vous le dire. Mais à part l'achat de la boîte de la mélatonine en complément alimentaire, vous pouvez essayer. Il y a un de mes patients chez qui ça marche très bien. Donc, du coup, même si ce n'est pas ma prescription habituelle, je l'ai laissé. J'espère avoir fait le tour des questions. Ce que je vous propose, c'est si jamais je n'ai pas répondu à votre question, vous la renvoyez. Comme ça, là, je suis dans le fil, ça m'évite de tout parcourir. Manifestement, ça va, sauf si plus personne ne m'entend. Ici, on vous entend très bien, Claire. Alors... Ici, on vous entend et on vous remercie pour avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions et pour votre présentation qui est passionnante et très, très claire et très, très intéressante pour bien comprendre tous ces troubles du sommeil et le message que vous passez qui est chaque patient a ses propres caractéristiques et c'est bien ça qu'il faut effectivement garder en tête. Oui, et le message principal, c'est que le sommeil, c'est un symptôme à part entière de la neurologie. Donc, il faut penser à le dire. Parce que souvent, on se dit, oui, il fait des cauchemars, ça fait 20 ans qu'il en fait, ce n'est pas le problème. Là, je vais pour sa mémoire ou je vais parce qu'il a des troubles moteurs. Mais il faut quand même penser à le dire. Oui. Parce que, par exemple, il y a des diagnostics de maladie de Parkinson qui peuvent être faits parce que toutes les informations soit ne sont pas demandées, soit ne sont pas données. Donc, la personne arrive pour des troubles moteurs. Le neurologue voit des troubles moteurs, dit c'est une maladie de Parkinson. Et si on ne pense pas à dire il a aussi des troubles de la mémoire, parfois il y a des hallucinations ou il dort très mal, eh bien on peut partir à tort sur une maladie de Parkinson et prescrire ce qu'on appelle des agonistes dopaminergiques qui ne sont pas conseillés dans la maladie à corps de Lévy. Donc après, voilà. Donc il faut bien, quand vous avez le petit livret que vous remplissez là qui a été fait par A2MCL et les questionnaires,
il faut bien, penser à noter ces choses-là. Et surtout, parce que j'ai eu le cas il n'y a pas longtemps d'un monsieur qui était épileptique en fait et qui est venu avec tout le questionnaire rempli, parce que toutes les manifestations qui sont décrites dans le questionnaire ne survenaient que pendant les crises. Donc, il faut bien avoir en tête que ces manifestations doivent survenir de façon plus répétée et de façon prolongée et pas seulement sur des courts moments. Comment concilier la lumière des veilleuses la nuit et le besoin de noir pour le sommeil? Alors ça, il y a des ampoules ou il y a des veilleuses qui s'allument uniquement quand les gens se lèvent. Et vous pouvez faire un chemin lumineux qui s'allume automatiquement. Alors normalement, on ne fait pas de pub dans ces trucs-là, mais il y a un site qui s'appelle pasolo.com, pasolo.com, où ils ont plein de matériel pour le domicile. Moi, je trouve que c'est assez cher. Il en existe probablement d'autres, des sites, mais celui-là, notamment, vend des ampoules, des choses comme ça. Quel livret pourriez-vous mettre en avant sur le site? Merci. Voilà, donc ça, c'est pour vous, Vincent. Oui, c'est les agendas sommeil et l'échelle de somnolence d'Epworth dont vous avez parlé au début. Alors, mon mari est diagnostiqué syndrome parkinsonien, mais compte tenu de tout ce que vous dites, je pense qu'il a une maladie à corde de Lévy, mais personne ne me le dit. Alors ça, je ne sais que répondre à ça. Il y a des choses dont je n'ai pas parlé, hein. Il y a notamment les mouvements oculaires. Est-ce qu'ils sont bien dans la maladie à corde de Lévy? Ils sont lents, mais ils sont possibles. Ils ne sont pas lents chez tout le monde d'ailleurs. Il y a d'autres syndromes parkinsoniens qui existent. Il y a la dégénérescence corticobasale, la paralysie supranucléaire progressive. Enfin, il y a pas mal, il y a certaines dégénérescences frontotemporales qui donnent des syndromes parkinsoniens. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas conclure trop vite que ce sont des maladies à corde de Lévy. Moi, dans ma consultation dédiée, j'ai 2 créneaux pour des nouveaux patients par semaine dédiés. Et il n'y a pas que moi, hein. Ici, vous voyez sur la photo, il y a le docteur Claire Oureg qui consulte. Il y a le docteur spécifiquement des maladies à corde de Lévy. Il y a le docteur Agathe Vrion, que vous avez vu en photo parce qu'elle fait également de la recherche sur la maladie à corde de Lévy avec moi. Elles ont aussi des créneaux pour les nouveaux patients. Voilà, Agathe, c'est elle. Et donc, dans la consultation corde de Lévy, ce que je vois aussi très fréquemment, c'est les paralysies supranucléaires progressives. Donc ça, c'est le deuxième diagnostic des gens qui viennent en pensant que c'est une maladie à corde de Lévy, où on leur a dit que c'était une maladie à corde de Lévy, où ils ont cherché sur Internet et ils disent ça, et en fait, ça n'est pas ça. Et le deuxième diagnostic qui arrive derrière, c'est les dégénérescences frontotemporales avec un syndrome parkinsonien. Donc, enfin voilà, il faut vraiment, je pense, discuter avec les neurologues qui ont vu votre époux pour savoir qu'est-ce que c'est exactement comme syndrome parkinsonien. Il y en a des tas. Et dans de rares cas, on n'arrive pas à diagnostiquer. C'est-à-dire que les patients n'ont pas tous les critères d'une maladie ou parfois ont tous les critères de plusieurs maladies. Ça, c'est très rare, mais ça arrive. Voilà. Parfait. Merci beaucoup. Merci infiniment, professeur Claire Paquet, pour votre temps et pour cette présentation passionnante et d'avoir répondu à toutes les questions. Je pense que c'était très utile pour tous les participants. Je vous remercie vraiment au nom de l'association. Je voulais juste préciser auprès de tous les participants que s'ils ont besoin de conseils, d'aide, de support, de contacts utiles pour prendre en charge et les aider et les accompagner, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur la boîte mail contact@a2mcl.org ou d'aller sur notre site où vous trouverez tous les moyens de nous contacter pour qu'on puisse Merci vous aider beaucoup pour les petits messages de remerciement. Hein, c'est très agréable. Merci à vous Et tous. pourrons-nous recevoir les diapos? Ça, je pense que moi, je les mets sous format PDF. Il n'y a que la vidéo passera pas, mais le reste passera. Mais de toute façon, les diapos seront visibles dans le replay. Voilà, et on pourra mettre à disposition effectivement le PDF de la présentation. Je vous en remercie, professeur Paquet. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous. Encore un grand merci, professeur Claire Paquet, pour votre intervention passionnante.
Et rendez-vous sur le site internet, il y a d'autres conférences qui vont suivre, notamment une conférence le 7 juillet prochain à 18 h sur les avancées de la recherche médicale, qui sera animée par notamment la docteure Agathe Vrillon qui travaille dans l'équipe de Claire Paquet, et qui vous donnera toutes les informations sur les avancées de la recherche suite au congrès international de Newcastle sur la maladie à corps de Lévy qui a eu lieu très récemment. Voilà, j'espère que cette conférence a répondu à vos attentes, mais à lire vos commentaires, ça a l'air d'être le cas, donc on en est ravis. Encore un grand merci Claire Paquet, et au revoir à tous et à très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.